You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel. Vivre avec le VIH, c'est maintenant, l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Je suis Valentine et je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. C'est le 2e épisode de Vivre avec le VIH en partenariat avec la chaire UNESCO. Je le rappelle, au mois d'août, nous vous proposons d'écouter 3 émissions réalisées par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Après le consentement, vous allez entendre le professeur Willy Rosenbaum, qui est médecin infectiologue, et Joëlle Mignot, psychologue clinicienne, mais aussi sexologue, pour parler du VIH et des IST. Ensuite, toujours pour cette émission spéciale de l'été, nous passerons aux infos qui ont marqué 2022. N'hésitez pas à nous appeler au 01 40 40 90 25 si vous souhaitez réagir ou nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux, le compte @VIH Radio sur Twitter et notre page Comité des familles sur Facebook. Nos émissions sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcast et évidemment notre site internet. La chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains propose les sexperts. Des sujets osés, posés, exposés par des experts des genres et du genre. Un univers intrigant, brûlant, passionnant, dans lequel nous emmène la chaire UNESCO le temps d'un instant. Des experts qui prennent la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent, sur lui, sur nous, sur elle, et qui parlent de santé sexuelle, de votre quotidien, mais surtout de vos droits humains. On attrape des sons et des paroles qui se cognent au désir de liberté et l'on devient podcast. Pour vous, aujourd'hui, un thème, des questions et des experts qui lèvent tous les tabous. On le sait, le VIH ou virus d'immunodéficience humaine peut se transmettre lors de rapports sexuels non protégés s'il y a pénétration, ou lors d'un contact important avec du sang contaminé, ou en cas d'accident d'exposition, ou encore lors d'une transmission de mère à l'enfant en cas d'absence de traitement de la mère ou pendant l'allaitement. En 2016, les pays se sont engagés à atteindre d'ici 2020 les objectifs 3x90 dans la déclaration politique sur le VIH et le SIDA de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon une étude menée par l'ONU-SIDA, en 2020, à l'échelle planétaire, ces chiffres sont 81, 67 et 59. 81% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 67% des personnes dépistées ont accès à un traitement antirétroviral et 59% des personnes séropositives sous traitement ont une charge virale indétectable. Afin de comprendre l'histoire, les enjeux et l'envers du décor de la lutte contre ce virus apparu depuis maintenant plus de 40 ans, je suis parti à la rencontre du professeur Willy Rosenbaum, qui en 1983 faisait partie de l'équipe de Luc Montagnier et qui co-découvra avec Jean-Luc Sherman ce virus d'un nouveau genre, jusqu'alors inconnu de tous. Bonjour Willy Rosenbaum, vous êtes médecin et praticien hospitalier. Vous êtes également président du Conseil national du SIDA et auteur de plusieurs ouvrages, notamment « La vie est une maladie sexuellement transmissible constamment mortelle ». Vous et votre équipe qui êtes à l'origine de la découverte du VIH en France, pouvez-vous nous expliquer comment l'histoire de la découverte de ce virus s'est par la suite intégrée au concept de santé sexuelle ? Il y a à gagner dans la lutte contre le VIH, à transposer les concepts actuels de la santé sexuelle, mais comment se sont établis ces concepts ou cette idée de santé sexuelle, si ce n'est à travers les grandes étapes de la lutte contre le VIH. Pour moi, c'est absolument clair que l'histoire de la lutte contre le VIH est venue alimenter et vraiment même à l'origine de la manière dont aujourd'hui on a rassemblé les éléments
rationaliser les éléments qui se sont établis au fur et à mesure autour de la lutte contre le VIH, pour, je dirais, consolider cette notion de santé sexuelle. Pour ma part, qui ai vécu depuis le tout début l'aventure, on peut dire, de la lutte contre le VIH, je suis absolument certain que tout ce qu'on peut aujourd'hui élaborer autour du concept de santé sexuelle, c'est construit et c'est affirmé autour de la lutte contre le VIH. Il existe un débat aujourd'hui qui consiste à savoir si l'on doit traiter la santé sexuelle et la santé reproductive ensemble ou si ces deux notions doivent être abordées séparément. Qu'en pensez-vous ? En fait, je crois qu'il ne faut pas trop perdre de temps sur ce débat. La santé sexuelle, elle doit être prise en compte parce qu'elle apporte quelque chose à l'individu, mais qu'elle sert aussi à la reproduction dans un certain nombre de circonstances, et qu'on ne peut pas vraiment considérer que les choses soient totalement indépendantes. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'appesantir sur ce débat, mais c'est intéressant de savoir qu'il peut exister, qu'il peut s'exprimer dans certaines circonstances. Mhm. Donc, santé sexuelle et santé reproductive ne sont pas totalement indépendantes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel lien il existe entre la santé sexuelle reproductive et le VIH ? Quand je parle VIH, je parle prévention, traitement, soins, soutien. Quand je parle santé sexuelle reproductive, donc c'est la planification familiale, les soins maternels et infantiles, la prise en charge des IST dans les services hospitaliers, la prise en charge d'autres problèmes. Voilà, quel lien peut-on faire entre ces deux grands axes que sont la santé sexuelle reproductive et le VIH ? Pour aborder le VIH, il faut d'abord apprendre aujourd'hui, on sait bien que le dépistage joue un rôle important, il faut apprendre son statut. Il faut arriver à, je dirais, gérer les risques dans une situation de plaisir, ce qui est d'une certaine manière une gageure. Optimiser les connexions entre les services de VIH et d'IST, et puis intégrer le VIH à la santé maternelle et infantile, ce qui est un enjeu particulier, tout à fait important, en particulier dans les pays en développement. Même si ce n'est pas le seul moyen de rentrer dans le circuit de soins, c'en est un important. Donc, ce que vous nous dites fait écho aux objectifs de développement durable fixés par l'OMS d'ici 2030, qui visent à mettre fin aux épidémies de VIH, SIDA, ainsi qu'assurer l'accès pour tous aux services de soins de santé sexuelle et procréative, à l'information et à l'éducation, mais également à éliminer les inégalités de sexe, de genre et d'orientation, et faire en sorte que, dès la petite enfance, tous accèdent à l'éducation et que tous les jeunes acquièrent des compétences pour promouvoir les droits humains et respecter les diversités. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer globalement dans le système à l'échelle internationale pour lutter contre cette épidémie et par où faudrait-il commencer ? Les causes profondes du VIH, la mauvaise santé sexuelle et reproductive, doivent être prises en charge, donc ça c'est un objectif. Et il s'agit notamment de mener une action pour la réduction de la pauvreté, de veiller à l'équité de l'accès aux services de santé clés et d'améliorer l'accès aux informations, aux opportunités d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire que si on veut promouvoir la santé sexuelle, si on veut lutter efficacement contre le VIH, il faut lutter contre les problèmes de pauvreté, améliorer l'éducation et améliorer l'information. Vous nous parlez de pauvreté, d'information, d'éducation. Dans bon nombre d'études à ce sujet, on voit bien que la prévalence de la maladie est très corrélée au niveau de pauvreté. Donc, structurellement parlant, lutter contre la pauvreté serait sans doute un moyen de lutter efficacement contre le VIH. Dans d'autres études menées au sein de plusieurs populations en Asie, en Amérique latine et notamment en Afrique, on voit que le niveau de connaissance est très corrélé au niveau d'éducation. C'est-à-dire que sans instruction, eh bien forcément, le niveau de connaissance est moins bon qu'avec une éducation primaire ou secondaire. Et ce qui est frappant, c'est qu'à la question qui a été posée
Est-ce qu'une personne qui semble être en bonne santé peut transmettre le VIH? Eh bien, le niveau de réponse est très variable et peut osciller de 80 jusqu'à moins de 20% de bonnes réponses dans certains pays. Idem quant à la connaissance de l'existence même et de l'utilisation du préservatif. Donc, qui dit manque d'instruction dit manque d'accès à l'information, et qui dit pauvreté dit aussi droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'un des grands enjeux de la lutte contre le VIH, c'est avant tout le respect de ces droits? Ces droits de santé sexuelle et reproductive et les droits humains de toutes les personnes, y compris les femmes et les hommes vivant avec le VIH, ont besoin d'être mis en lumière, ainsi que les droits des populations clés, les plus exposées au risque d'infection, comme vous les connaissez, ces populations clés, les consommateurs de drogue, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, les transgenres, les personnes sous main de justice. Et donc, c'est un enjeu aujourd'hui majeur de respecter ces gens, parce qu'on verra les conséquences que ça a que le non-respect des droits de l'homme. Vous venez de me parler de population clé, et aujourd'hui on sait que les femmes sont plus exposées à l'infection, alors que ce ne sont pas elles qui ont le plus grand nombre de partenaires sexuels en dehors du mariage. Elles ne sont pas non plus plus susceptibles que les hommes de s'injecter de la drogue. Pour vous donner des chiffres, en Afrique subsaharienne, 5 nouvelles infections sur 6 chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans concernent les filles. Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 2 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes. Kofi Annan a dit à propos des femmes que, je cite, « Ce sont les inégalités de la société qui leur font courir des risques injustes, intolérables ». Comment expliquer cette vulnérabilité plus importante chez les femmes au niveau international? Cette vulnérabilité des femmes, elle commence à la naissance. À la naissance où la préférence masculine est quelque chose qui est, je dirais, énoncé dans beaucoup de cultures. En Asie, on préfère avoir des garçons, mais aussi dans certaines cultures africaines ou en Amérique latine, un garçon représente une valorisation, est valorisé de manière beaucoup plus qu'une fille. On sait que les femmes, d'une manière générale, dans les pays en développement, a une moindre scolarisation. Donc, compte tenu de la corrélation qu'il y a entre le degré d'instruction et la capacité à avoir une information pertinente, on voit bien que ça a un impact. Il y a une dépendance économique tout à fait importante dans la plupart des pays en développement, mais pas que, sans compter je dirais l'inégalité dans la rétribution, y compris dans notre pays. En plus de cette dépendance économique, on parle également de dépendance affective et sexuelle pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? La dépendance affective et sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation dans beaucoup de pays reste centrée sur le fait que les femmes sont destinées à donner du plaisir à l'homme et ne sont pas obligatoirement centrées sur leur propre satisfaction. En tout cas, l'éducation est souvent orientée dans ce sens. Le simple fait de proposer le préservatif à un homme induit une suspicion ou un rejet qui va augmenter le risque de violence à son encontre. Et même l'utilisation d'une contraception, quelle qu'elle soit, semble induire une augmentation du risque de violence sexuelle vis-à-vis des femmes. Donc il ne faut pas négliger on est dans cette situation extrêmement paradoxale qui fait que la proposition d'une méthode de prévention va mettre la femme dans une situation de vulnérabilité encore supérieure dans ce type de circonstances. On voit à quel point les femmes peuvent se retrouver dans des situations extrêmement complexes. On comprend qu'il faut faire participer de manière significative les personnes vivant avec le VIH et que parmi celles-là, le rôle des femmes est majeur.
Cela s'est vu sur le terrain en Afrique notamment, où les femmes ont pris assez souvent la tête de mouvements revendicatifs et ont participé à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques et des programmes de recherche. Plus globalement, comment des personnes vivant avec le VIH peuvent-elles s'impliquer dans la lutte contre le VIH ? La participation des personnes vivant avec le VIH, où est-ce qu'elle doit se positionner? D'abord dans leur santé personnelle. C'est autour de la préoccupation de leur santé personnelle qu'il faut mobiliser les personnes qui vivent avec le VIH et leur vécu. Donc, il faut qu'elles s'occupent de leur propre santé, de leur propre bien-être, qu'elles jouent un rôle actif pour tout ce qui concerne les traitements, l'auto-éducation, l'observance, et puis qu'elles intègrent leur comportement à des attitudes de prévention. Mais ce n'est sans doute pas suffisant, et c'est pour ça que la participation des personnes vivant avec les VIH doit pouvoir servir aux politiques à l'accès au traitement, à la définition des politiques de lutte, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes, au leadership et au soutien des réseaux et le partage d'informations avec leurs pairs, à la sensibilisation et au plaidoyer, et à la campagne de prise de parole. Et je dois dire que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que autant de mouvements de patients ont participé non seulement à la lutte contre la maladie, à l'établissement des politiques de lutte contre cette maladie, à la prévention pour tous ceux qui sont indemnes, et ça a joué un rôle majeur et que ça continue à jouer un rôle majeur malgré les difficultés rencontrées. Absolument. On pourrait parler à présent de l'importance du rôle des communautés et des associations comme partenaires de la lutte contre le VIH, à commencer par l'implication des patients eux-mêmes, qui sont donc acteurs de leur propre santé, si j'ai bien compris. Il y a un concept, je crois, que vous vouliez aborder en particulier aujourd'hui. Ce que je voulais dire quand même autour de ce concept de l'implication des personnes elles-mêmes dans la lutte contre le VIH, c'est le développement du concept de patient expert, qui atteint d'une maladie chronique, a développé au fil du temps une connaissance fine de sa maladie et a appris à vivre avec. C'est un acteur de sa propre santé, comme on l'a dit, mais il peut aussi intervenir en tant que personne ressource pour les autres et aussi dans les mouvements associatifs pour définir les politiques de santé. Et il peut aussi faire partie des communautés, et l'implication des communautés qui ne sont pas obligatoirement touchées, et c'est là où ça rejoint peut-être les corps et vie, c'est que dans l'offre de soins, dans l'offre médico-sociale, les patients ont aujourd'hui leur place, dans beaucoup d'institutions, y compris donc en France, pas simplement à travers les corps et vie, mais même dans les institutions de recherche, aux côtés donc des représentants des communautés et de la société civile. Les communautés, c'est très important, et je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que c'est très important, mais l'ensemble de la société civile, l'implication de l'ensemble de la société civile, qui est quand même concernée, doit pouvoir s'impliquer. Par qui est représentée exactement cette société civile dont vous parlez ? D'autre part, quel est le rôle des associations aujourd'hui dans la lutte contre le sida ? Les jeunes, pour tout ce qui est bien entendu santé sexuelle et VIH, les populations clés les plus exposées au risque d'infection, la communauté d'une manière générale, c'est-à-dire la société civile, doivent être des partenaires essentiels afin d'apporter les réponses adéquates aux défis décrits et pour répondre aux besoins des personnes et des communautés affectées. Et quel est le rôle des associations aujourd'hui et qu'on voudrait voir promouvoir? Là encore, je crois que c'est un phénomène qu'on n'a pas suffisamment, je dirais, mis en valeur ou mis en avant. C'est que ces communautés, c'est vraiment la première fois de l'histoire de l'humanité que la société civile, les personnes directement concernées, s'engagent
non seulement dans la préservation des personnes touchées, mais dans la prévention de celles qui ne le sont pas et qui appartiennent à leur communauté. C'est un phénomène tout à fait particulier, tout à fait important, et qui doit nous inspirer pour toute une série d'actions de santé publique indépendamment du VIH. Comme vous l'avez dit, la société civile, les jeunes et les populations clés doivent être des partenaires essentiels pour apporter les réponses adéquates aux défis et répondre aux besoins des personnes et des communautés affectées. Ma question, c'est donc comment le personnel soignant peut-il faire face à un patient présentant une culture qu'il ne connaît pas bien, finalement? Comment, du moins, proposer une offre de soins adaptée? Est-ce que c'est là qu'intervient justement ce fameux concept de médiation sanitaire? Mais la médiation sanitaire, pour l'instant, est très peu développée en France. Et elle est absolument indispensable parce qu'elle permet à la fois d'informer la personne qui a une culture différente sur l'offre de soins qui est disponible dans l'environnement où elle se trouve, mais elle permet aussi au corps soignant de s'adapter ou d'être informé sur les besoins spécifiques de la population. Donc vous venez de nous parler de médiation sanitaire pour des populations présentant des cultures différentes. J'imagine que c'est le cas aussi pour des communautés présentant des pratiques qui sont différentes, enfin, du moins méconnues du monde soignant. Est-ce qu'on pourrait illustrer ce concept de médiation sanitaire à travers un exemple, peut-être avec une situation ou une population à risque en particulier, auquel vous avez pu être, vous, confronté en tant que soignant? D'autre part, comment apporter une réponse sanitaire adéquate aux besoins de ces communautés? En fait, la majorité des gens que l'on voit actuellement sont des gens qui sont dans des pratiques assez exposantes, j'allais dire, et en particulier pour la grande majorité d'entre eux qui s'adonnent à une pratique récente, je dirais, qui a pris de l'ampleur, qui est le chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de drogues, je dirais, qui stimulent les sensations de plaisir dans le cadre de leur activité sexuelle. C'est un monde qu'on découvre en tant que soignant. Et il nous est apparu assez rapidement que si on voulait établir un vrai dialogue avec cette population, qui va au-delà de la simple, je dirais, prescription d'un médicament, mais dans une vraie démarche de promotion de la santé sexuelle, il fallait s'associer à des gens de la communauté qui consomment ce type de produit, qui connaissent réellement ce qu'elles provoquent et qui peuvent, je dirais, établir un lien au moins de confiance avec ces personnes qui sont en demande, qui sont assez dépendants d'ailleurs, et qui nous expliquent aussi à nous, ou qui nous transmettent aussi un certain nombre d'informations ou de repères, nous soignants, je vais dire, de repères pour permettre de percevoir, je dirais, les besoins et les difficultés que les gens rencontrent dans l'acceptation ou dans l'amélioration de leur santé sexuelle, sachant que la démarche de venir chercher un traitement pré-exposition est une démarche qui est quand même symptomatique du fait que les gens, même s'ils se mettent dans une situation d'exposition au risque, cherchent à préserver leur santé. Donc vous venez d'aborder la PrEP. Pour rappel, la PrEP ou prophylaxie pré-exposition, c'est donc la prise de médicaments antirétroviraux par une personne séronégative dans le but de prévenir l'infection par le VIH. La PrEP, à base de Truvada et ses génériques tels que nous la connaissons maintenant depuis 2016 en France, propose déjà une efficacité proche des 100% quand elle est prise régulièrement, tous les jours ou à la demande.
Nous vous remercions, professeur Rosenbaum, pour cet entretien et toutes les réponses et informations que vous nous avez apportées. Quand on parle de PrEP, on parle donc de prévention. La PrEP est un moyen d'éviter la contamination de plusieurs personnes. Mais pour prévenir la maladie, il semble indispensable de connaître son statut sérologique. Et qui dit connaître son statut sérologique dit dépistage. Aujourd'hui, on le sait, l'épidémie du VIH-Sida dans les pays occidentaux est entretenue par la charge virale non contrôlée des personnes séropositives qui ignorent leur statut sérologique. En France, environ 30 000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir, et elles sont à l'origine de plus des 2/3 des nouvelles infections par le VIH. Cela soulève-t-il la problématique que représente la difficulté d'avoir accès au dépistage pour certaines communautés ? Parmi ces communautés, il y a les migrants. À cause des barrières financières que représente le dépistage, il existe aussi des barrières sociales, un isolement et les barrières de la langue. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes semblent mieux connaître les modalités de dépistage que la population générale, mais s'interrogent sur le délai d'attente et la validité d'un dépistage du VIH. Chez les hétérosexuels, les dépistages très tardifs sont 2 fois plus élevés que dans la population des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et représentent presque 40% des nouveaux diagnostics. Enfin, si le dépistage du VIH-Sida est loin d'être un automatisme, le VIH-Sida est en revanche connu du grand public, contrairement à bon nombre d'IST. D'après de nombreux témoignages, les jeunes semblent eux avoir un manque de connaissances sur les risques liés à la sexualité, les moyens de prévention et les modalités de dépistage du VIH et des autres IST. Ce manque d'informations, notamment sur les IST comparativement au VIH, expliquerait peut-être entre autres pourquoi l'épidémie du VIH recule, tandis que celle des IST augmente. Les IST, ou infections sexuellement transmissibles, sont des infections virales dont le VIH fait partie. On peut être porteur d'une IST sans s'en rendre compte. Connaître son statut, c'est la meilleure manière de pouvoir être soigné rapidement et efficacement et d'éviter de transmettre le virus à d'autres personnes. Les IST ne sont pas une fatalité, et il existe des gestes simples pour éviter et stopper leur transmission. En 1, il y a le préservatif, masculin ou féminin, qui reste la méthode de prévention de référence. En 2, il faut se faire dépister de manière régulière lorsqu'on a plusieurs partenaires et à chaque fois que l'on souhaite arrêter le préservatif lorsqu'on a un nouveau partenaire régulier. Les dépistages peuvent être prescrits par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Il est également possible de se rendre dans un centre CEGID, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, ou au CPEF, Centre de planification et d'éducation familiale, ou encore en joignant le 0800 840 800. Selon les IST, plusieurs examens peuvent permettre le diagnostic. Examen clinique des organes génitaux, prélèvement ou prise de sang. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des IST se soignent facilement. Alors pensez-y. Quand on parle de soigner, on parle en 3 de traitement, qui est prescrit par le médecin. En 4, il convient de prévenir son ou ses partenaires afin qu'il ou elle puisse également se faire dépister. Pour certaines IST, comme l'hépatite B ou le papillomavirus, il est possible de se faire vacciner. Nous l'avons vu, la PrEP est une méthode de prévention face au VIH parmi différentes autres mesures que sont l'utilisation du préservatif masculin ou féminin, la circoncision masculine médicale volontaire, la limitation du nombre de partenaires sexuels, l'utilisation de matériel d'injection propre, et bien sûr le traitement des personnes infectées par le VIH dans le but de réduire la charge virale au maximum afin que celui-ci soit dit intransmissible. En parlant d'intransmissibilité, il y a ce message, I égale I. Indétectable égale intransmissible, qui est apparu depuis maintenant plus de 10 ans et qui est pourtant méconnu du grand public. Ce message I égale I, qu'est-ce que ça signifie ? Une personne qui vit avec le VIH sous traitement depuis plus de 6 mois, ayant une charge virale indétectable et sous contrôle médical régulier, ne transmet pas le virus. Mais alors si le virus devient intransmissible car indétectable, ces personnes vivant avec le VIH doivent avoir une vie normale. Qui dit avoir une vie normale dit aussi une vie satisfaisante, non ? C'est le combat mené aujourd'hui parallèlement à la lutte contre le VIH, celui pour l'amélioration de la qualité de vie des patients vivant avec le VIH. En effet, la qualité de vie des patients vivant avec le VIH est une priorité essentielle.
Parmi les leviers à actionner pour améliorer la qualité de vie de ces personnes, 2 semblent aujourd'hui au centre de l'attention et sont d'une part la polymédication et l'impact de cette polymédication sur la qualité de vie des patients vivant avec le VIH, et d'autre part le rôle de l'information partagée entre le patient et les professionnels de santé, et notamment sur la réalité qu'est I égale I, qui signifie VIH indétectable égale VIH intransmissible. En ce qui concerne la polymédication, qu'est-ce que la polymédication ? On dit d'une personne qu'elle est polymédiquée lorsqu'elle reçoit au moins 5 médicaments par jour. Aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH augmente, c'est un fait. Plus on vieillit, plus on prend de médicaments. Plus on vieillit aussi et malheureusement plus on a de comorbidités, et donc plus on a des chances de prendre plusieurs médicaments par jour. D'après l'étude Positive Perspective réalisée sur des patients, en se basant sur des indicateurs qui représentent la qualité de vie, qui sont la santé mentale, la santé physique et la santé sexuelle, les résultats montrent que cette santé globale optimale diminue presque de moitié lorsque les personnes vivant avec le VIH sont polymédiquées. La prise de plusieurs médicaments par jour influe donc de manière négative sur la qualité de vie de ces personnes. Oui, bonjour Madame Mignot, c'est Florian pour les Sexperts. Je suis juste à la sortie du métro. Ah, d'accord. Très bien. Merci, à tout de suite. Bonjour Joëlle Mignot, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en sexologie clinique et êtes notamment directrice d'enseignement du diplôme universitaire de santé sexuelle et droits humains à l'université de Paris Diderot. Dans cette notion de polymédication, y a-t-il selon vous autre chose qui pourrait affecter la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH ? Ce qui semble vraiment très très intéressant, c'est le fait effectivement que le patient est confronté à plusieurs interlocuteurs. Et donc, effectivement, avec sans doute des relations très, très différentes avec les uns et les autres. Et on sait bien que la relation du patient avec le professionnel est extrêmement importante. Donc, il y a une forme, ce nomadisme qui est un peu imposé par la pathologie, eh bien, peut créer parfois chez les patients une forme d'incertitude. Et ça peut être un peu renforçateur de l'angoisse et de l'anxiété. Je voudrais juste insister sur la question des mots utilisés par le praticien et de sensibiliser les praticiens justement au fait qu'on ne dit pas les choses par hasard et que parfois les patients entendent les choses autrement que ce qu'on voudrait bien leur transmettre et que c'est très important de choisir ces mots et de faire attention à ce qu'on dit parce que souvent ça a un impact et on s'en rend compte d'ailleurs quand ils viennent en parler dans l'après-coup. Et l'impact, il peut être parfois très, très difficile. Donc, je crois que c'est important de sensibiliser les praticiens, les médecins, toutes les personnes qui s'occupent de ces patients, que le choix de leurs mots est important, même si, évidemment, on doit garder une certaine liberté de parole. Mais les mots ont vraiment un poids. Pour les personnes vivant avec le VIH qui sont polymédiquées, prendre 5 médicaments par jour, cela représente 150 médicaments par mois, et on peut à ce stade parler d'obstacles à une bonne qualité de vie. Est-ce qu'à ce niveau, malgré cette contrainte, le médecin a un rôle à jouer ? C'est vrai que cette contrainte, elle peut être vécue comme quelque chose de très très lourd. Et alors après, c'est vrai que la façon aussi de prescrire est importante, je pense. La façon dont le médecin va prescrire ces médicaments, comment il va accompagner la prescription avec justement les conseils autour de la prescription, les conseils et puis la dédramatisation aussi de cette prescription va beaucoup aider le patient. Mais le patient, il va se retrouver dans une réalité, il est confronté à ce réel, effectivement, des pilules
on va dire comme ça. Et bien, il est obligé de faire avec ça et peut-être, il peut aussi en parler à son médecin, c'est-à-dire de parler de ses difficultés, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même une vraie contrainte. Effectivement, vous venez de souligner l'importance du rôle du médecin dans l'accompagnement des personnes vivantes avec le VIH. D'ailleurs, qui dit polymédiqué dit aussi bien souvent aller voir plusieurs médecins, et cela doit représenter une charge supplémentaire pour le patient. Enfin, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des patients vivant avec le VIH, il y a ce message, cette réalité du I égale I qui signifie indétectable égale intransmissible, et qui est un message extrêmement positif, car il signifie qu'aujourd'hui, une personne séropositive qui, sous traitement, a une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois et qui bénéficie d'un suivi médical régulier s'assurant de la prise du traitement, de la détection et du traitement des éventuels IST, ne transmet pas le VIH. Et ça, c'est énorme comme message. Il y a des effets positifs sur la prise de médicaments, sur l'adhésion à ces prises de traitement, sur l'estime de soi, ou bien encore sur la capacité à dire qu'on a le VIH. Une personne qui vit avec le VIH sous traitement depuis plus de 6 mois ayant une charge virale indétectable et sous contrôle médical régulier ne transmet pas le virus. Dans la communauté des personnes vivant avec le VIH, en 2016, 75% des personnes interrogées connaissaient le message I égale I et 70% d'entre elles avaient eu l'information par leur professionnel de santé. En 2010, I égale I était connu par 55%. On voit donc qu'il y a une amélioration dans la prise de connaissance des messages importants, notamment I égale I, mais de nos jours, la sérophobie est encore bien présente dans les populations. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de gens sont aujourd'hui encore réticents et ont peur des personnes vivant avec le VIH ? Comment peut-on faire face à ces phobies ? On s'aperçoit quand même qu'il y a des représentations qui datent de plusieurs décennies maintenant, qui restent encore dans le conscient. On voit bien qu'il y a énormément d'efforts, une communication qui est de mieux en mieux faite, etc. Mais il y a aussi tous les éléments inconscients, et on sait bien qu'il y a des résistances inconscientes qui font qu'il y a encore des peurs. Et donc il faut continuer à communiquer, continuer à informer, faire passer les messages, répéter. Ça, je crois que c'est vraiment important pour pouvoir lutter contre ces représentations qui sont des représentations négatives. Donc on a énormément évolué dans la prise en charge, justement cette idée de qualité de vie qui est extrêmement importante pour les patients. Et il est important aussi de lutter contre ces représentations négatives. Et ça, je pense que la répétition des messages est très importante. Oui, alors la santé sexuelle, elle est déjà très peu abordée par les soignants. Donc ça, on le sait, on essaye de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient le mieux suivis, enfin le mieux formés possible aujourd'hui, pour d'abord qu'ils puissent connaître ce qu'est la santé sexuelle, qui est un état quand même de bien-être physique, émotionnel, mental, social. Bon, il y a une définition très claire qui a été posée de la santé sexuelle. Donc il est important que les soignants puissent garder en tête que cette santé sexuelle, eh bien, elle fait partie aussi de la santé globale, et que la santé globale dépend aussi de la qualité de la santé sexuelle. Donc tout ça est en interaction, mais que la santé sexuelle est au centre même d'une santé, d'une bonne santé et d'un bien-être global. Ce qui me semble aussi intéressant par rapport à la prévention, parce qu'effectivement les soignants ont été formatés pour prévenir, ce qui était tout à fait normal pendant des années. Oui. Aujourd'hui, on a une vision de la santé sexuelle qui s'est beaucoup ouverte dans l'articulation avec les droits humains. Et donc, nous, à la chaire UNESCO, on défend vraiment cette idée que la santé sexuelle ne peut exister que dans cette articulation-là, c'est-à-dire dans un travail de réflexion sur les valeurs de respect, d'autonomie, de liberté, parce que finalement, un médecin qui dit à son patient, qui lui présente I égale I, c'est aussi ouvrir un espace de liberté différent de celui qui était auparavant un peu plus contraint par tous les mécanismes de prévention qui étaient évidemment nécessaires. Donc, je crois que c'est très important, cette idée d'articulation entre la santé sexuelle et les droits humains, et donc les valeurs qui soutiennent cette articulation. Nous revenons donc sur cette notion de droits humains et de valeurs dans le cadre de la santé sexuelle, comme nous l'avons vu avec Willy Rosenbaum. Cette notion de I égale I existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et nous n'avons pas, ou très peu entendu, qu'il était possible pour ces personnes d'avoir des rapports sexuels non protégés. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Ça montre bien qu'il y a encore des peurs qu'il faut dépasser.
Donc les peurs, elles sont aussi chez les soignants, comme qui sont des humains. Donc le message est important, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir le passer intelligemment, mais surtout de pouvoir expliquer effectivement ce qu'est l'intransmissibilité et quelles en sont les conséquences positives. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi un autre point, c'est la question de la stigmatisation qui justement est mise à distance par ce processus, puisqu'on peut espérer en tout cas qu'il y aura moins de stigmatisation par ce message, les stigmatisations entraînant quand même aussi des violences, il faut le dire, et en ayant entraîné beaucoup de violences, on le sait. Donc c'est aussi un effet plus individuel, mais aussi plus global sur la société, dans les représentations par rapport à la maladie et surtout à ce qu'elle devient, à ce qu'elle est en train de devenir plus globalement. Aujourd'hui, avoir des rapports sexuels sans préservatif lorsque l'on est atteint du VIH, traité et suivi régulièrement et indétectable depuis plus de 6 mois, c'est possible, et c'est le message véhiculé par I = I. Willy Rosenbaum a dit « Il est plus rassurant d'avoir un rapport sexuel sans préservatif avec une personne séropositive traitée et indétectable depuis plus de 6 mois, comparativement à une personne qui ignore son statut sérologique. Aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui doit se transmettre, c'est cette information. Si la charge virale de son ou sa ou ses partenaires séropositifs n'est pas indétectable et que l'on souhaite avoir des rapports sexuels non protégés, il y a la PrEP. Attention toutefois, la PrEP ne protège pas face aux IST. Pour se prémunir face aux IST ou en cas de doute, ou si l'on souhaite avoir un rapport avec un ou une inconnue, le préservatif reste le socle de la prévention. Il nous assurera toujours une sexualité sécuritaire. Grâce aux travaux de recherche et à la communication véhiculée au sein de la communauté et du grand public, la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH s'est améliorée, bien qu'il reste encore du travail à accomplir tous ensemble. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas tous égaux en droit. Dans notre société et partout dans le monde, la stigmatisation demeure et la séropositivité reste en soi la cause la plus fréquente de discrimination. Les violences faites aux femmes, pour des raisons culturelles, ou même pour le simple fait de proposer un préservatif, sont également une réalité. Cette lutte contre le VIH et contre la discrimination s'inscrit dans un combat plus général, qui est celui des droits humains, du droit des femmes, de l'égalité des genres, du droit pour les femmes et les enfants d'avoir accès à l'information et à l'éducation, et ce, dès le plus jeune âge. On passe à une petite pause musicale. Tous les titres passés pendant l'émission, vous pouvez les retrouver sur notre site comitedesfamilles.net. On se retrouve juste après pour les infos qui ont marqué l'année 2022. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno
moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compadre. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vivre avec le VIH, ça continue et on passe à notre rubrique Actualité. Retour sur les infos qui ont marqué l'année. L'année a été marquée par l'avancée majeure des traitements contre le VIH. Dès la fin 2021, les premières trithérapies en injection sont proposées aux patients qui ont une infection au VIH contrôlée. C'est une révolution pour les patients qui ont un traitement oral quotidien, qui sont pour eux une contrainte. Désormais, ils peuvent recevoir 2 injections tous les 2 mois à l'hôpital pour commencer, puis chez eux par une infirmière, ce qui facilite évidemment le quotidien, mais aussi pour partir en vacances ou à l'étranger. Aux États-Unis, l'année 2022 est marquée par la mise sur le marché de la PrEP en injection. Le 20 décembre 2021, la Food and Drug Administration autorise la mise sur le marché de la prophylaxie pré-exposition
en injection qui permet de prévenir une infection au VIH. Son format injectable permet une meilleure adoption et une meilleure observance du traitement. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les autorités sanitaires du pays. Toujours sur la prévention, le vaccin anti-VIH pourrait bien voir le jour. Le 27 janvier dernier, le laboratoire américain Moderna lance les tests d'un vaccin à ARN messager contre le VIH. Cette technologie a fait ses preuves contre le virus du Covid-19 et pourrait bien être efficace contre le VIH. C'est en tout cas ce qu'espèrent là aussi les scientifiques. Les espoirs pourraient renaître. Enfin, en France, l'année débute avec le début du déploiement du dispositif au labo sans ordo. Mis en place dès le 1er janvier 2022 partout en France, il permet un dépistage gratuit du VIH sans rendez-vous et sans ordonnance à toutes les personnes munies d'une carte vitale qui souhaitent se faire dépister du VIH. 2022, c'est aussi et toujours malheureusement l'épidémie de Covid-19. L'année commence avec un fort rebond de pandémie avant de voir celle-ci se calmer à l'approche du printemps. En juillet, une 7e vague touche le pays avec l'arrivée de 2 sous-variants d'Omicron, le BA4 et le BA5. Malheureusement, cette épidémie se combine dès le mois de mai avec l'arrivée d'une nouvelle maladie, la variole du singe, appelée en anglais monkeypox. Des centaines et des centaines de cas sont confirmés au fur et à mesure des mois. Les premiers touchés sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires. Le 9 juillet, le ministère de la Santé décide d'ouvrir la vaccination à ces personnes, mais aussi à tous les publics qui présentent un très haut risque d'exposition. On parle des travailleuses du sexe et des professionnels exerçant dans des lieux de consommation sexuelle. Une autre épidémie un peu spéciale touche également la France, les piqûres sauvages. Depuis mars, des milliers de personnes racontent avoir été victimes d'injections de seringues en boîte de nuit, en festival et même dans la rue. Plus de 80 plaintes ont été déposées, mais aucune agression sexuelle ou viol n'a été rapportée. La plupart du temps, aucune trace de GHB n'est retrouvée dans le corps des victimes. Certaines se rendent compte même avoir été piquées seulement le lendemain. Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours. « 2022, c'est aussi l'année du décès du professeur Luc Montagnier. Le 8 février dernier s'est éteint le prix Nobel de médecine 2008 pour ses travaux sur la découverte du VIH. Du côté de la culture, l'année 2020, c'est aussi l'exposition VIH-Sida. L'année 2022, c'est aussi l'exposition VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, présentée au musée Le Mucem de Marseille. Inaugurée le 15 décembre 2021 et clôturée le 2 mai 2022, après 119 jours d'ouverture, la première exposition sur le VIH-Sida en France a réuni plus de 51 000 visiteurs. À Paris, le festival Solidays est revenu après 2 ans d'absence. Les 24, 25 et 26 juin, le Festival des Solidarités, organisé par Solidarité Sida, a battu son record de fréquentation avec 247 022 festivaliers et 3 000 bénévoles.
C'était les infos qui ont marqué 2022. Je vous laisse avec une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Arrivé, tu verras, y a dans l'évier 15 tonnes de vaisselle, 2000 bouteilles vides, des cendriers pleins et cassés, et le feu éteint. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Et après, quand tu auras fini, je te donnerai 50 000 $. Tu pourras t'acheter la maison de tes rêves, toute pourrie. Et j'espère que tu dormiras bien avec les crocodiles sous l'escalier. Tous les jours, tu auras de la soupe au micro. C'est bon pour les os. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Maintenant je vais te chanter la chanson de l'araignée. L'araignée Spider-Man a glissé sur une peau de banane. Direction hôpital, opération du trou de balle. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Et quand j'aurai fini de chanter, tu pourras tout casser, mettre le feu à mon sandwich et m'allumer le bout du tiche. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? Maintenant je vais m'arrêter là. Et si tu n'as pas compris que je suis un mec invivable, sors les couverts et mets la table et reste. Reste ici, reste. Reste ici, reste. Reste ici, reste. Reste ici. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Laura? 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 Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode que l'on a fait en partenariat avec la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. On se retrouve très vite. Passez une très belle semaine. Midnight creeps so slowly into hearts of